On entend des choses, en fait, qui dépassent l'entendement. On entend des choses qui dépassent l'entendement, surtout venant de services médicaux où les gens ont prêté serment de soigner et de sauver des vies. Bon, la première réaction que m'inspire tout le récit, parce que j'ai pris le live en cours avec Habib Arandessi. J'ai écouté tout le discours, tout l'exposé qu'il a fait. C'est d'abord, je vais m'intéresser à notre peuple en termes de prévention. Parce qu'on est parti d'un point précis qui s'appelle les dialysés. Et quand on parle des dialysés, on peut éviter les insuffisances rénales. D'abord, quelques petits conseils. Parce que, à voir que dans la dimension prévention, on aborde la prévention quand c'est trop tard, parce qu'il y a 3 dimensions de prévention. Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. On peut déjà commencer, nous tous, puisque les politiques publiques de prévention n'ont pas été sérieusement mises en œuvre. Sinon, depuis qu'on constate les pandémies là, liées aux insuffisances rénales, les autorités publiques devaient ou devraient, c'est une exigence de protection de la santé, devraient mettre en œuvre des politiques publiques d'information du peuple béninois pour éviter déjà d'en arriver à l'étape extrême. Et c'est quoi l'étape extrême? Quand le rein ne fonctionne plus, plus rien ne va. Et donc, vous êtes obligé d'aller dans des hypothèses de dialyse. Et pour éviter cela, nous avons des moyens simples. Boire de l'eau. Boire de l'eau, 1,5 litre par jour, voire 2 litres dans certains cas. Mais en moyenne, 1,5 litre pour une personne adulte. Conseiller aux enfants, même dans les écoles, de boire de l'eau régulièrement à petites gorgées. C'est extrêmement utile. Bon, ensuite, il y a la dimension de certains médicaments, de certaines antibiotiques, d'après la littérature médicale qu'on peut consulter, qui ont des impacts sur les reins. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les médicaments. L'automédication est quelque chose à absolument éviter. Ne serait-ce qu'avoir un petit conseil de quelqu'un du personnel médical en signalant les antécédents médicaux et de permettre à une personne formée sur le plan médication détruire les reins et pas que. Deuxième élément, c'est cela. Donc, la dimension principale, quand vous êtes diabétique et quand vous êtes dans la consommation d'alcool, vu que la réaction n'est pas appropriée ni adéquate, agissons sur la prévention. Et ça, là, c'est une défaillance crasse des pouvoirs publics. Quelles sont les politiques publiques en matière de prévention au niveau aujourd'hui mises en œuvre pour éviter autant de personnes atteintes au niveau des dialyses? Ça, c'est mon premier jet. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui ne nous coûtera absolument rien. Il suffira de s'asseoir et de réfléchir. C'est la dimension organisationnelle. Comment on peut expliquer que dans nos hôpitaux, quelqu'un va pour un examen de laboratoire? D'abord, le laboratoire n'est pas coordonné avec le bureau du médecin, l'ordinateur du médecin.
le service médical, de sorte que c'est le patient lui-même qui va aller dans le laboratoire pour aller chercher le résultat en cas d'urgence. Voyez-vous le temps que nous perdons alors qu'il y a des situations d'urgence où il faut intervenir peut-être déjà dans les 4-5 minutes maximum pour sauver des vies. Donc, la question organisationnelle a beaucoup de dysfonctionnements. Et je peine à croire qu'il y a des autorités publiques dont la charge qui leur incombe est d'organiser tout ça et de s'asseoir avec leur équipe d'experts pour pouvoir fignoler une organisation qui ne nous coûte pas un sou. Harmoniser au niveau des échanges qu'il peut y avoir avec les laboratoires, avec les hôpitaux, pour que quand on a des résultats d'examen, une fois que c'est bon, c'est déjà sur l'ordinateur du médecin. Avant même qu'on dise à la personne, voilà ce qui se passe à votre niveau. Et c'est le médecin qui doit aller consulter régulièrement son fichier relatif à ce genre de choses pour pouvoir voir qu'il y a des résultats qui sont rentrés puisque c'est lui qui a demandé et parce qu'il a un numéro de médecin. Il a un numéro. Donc, tout ça, là, c'est des dimensions organisationnelles. Et puis, troisième chose, on fonctionne à tâtons. On a une médecine qui ne ressemble même pas à il y a 6000 ans de ce que nos ancêtres ont fait. Souvenez-vous que nos ancêtres étaient inventeurs de la médecine. Imhotep, inventeur de la médecine. Il a écrit plusieurs traités de médecine, Imhotep. Nous fonctionnons aujourd'hui en ne sachant rien. Quand vous prêtez le serment d'Hippocrate, vous faites aujourd'hui tout le contraire de Hippocrate lui-même qui a pris à Imhotep, qui a copié ce que Imhotep a écrit et qui s'est approprié de ce que Imhotep a écrit. En fait, la médecine est devenue une affaire aujourd'hui, excusez-moi de le dire, commerciale. C'est grave de faire que la médecine devienne une affaire commerciale. Habib nous raconte comment aujourd'hui vous achetez des médicaments, vous amenez ça et on ne retrouve même pas la trace des médicaments. Vous revenez 5 minutes après parce que votre parent est décédé et les médicaments ont été distraits par les sages-femmes, par les infirmières, par le personnel médical, par les aides-soignants. Mais tout cela, il faudra que l'organisation dont je parle et je critique, et c'est des critiques constructives pour la santé de nous tous, qu'on revoie cette organisation et qu'on l'assainisse. Les gens sont payés des millions et ils doivent faire leur job, ils doivent faire leur travail. Maintenant, revenons à la question des dialysés. C'est là où le bas blesse. Mais cette question n'est pas distincte des autres concernant les femmes qui accouchent dans les hôpitaux qu'on retient. Mais quel est le rôle d'un hôpital? Est-ce que c'est de faire du business ou bien c'est de soigner? La question est là. Les médecins sont tellement suffisants. Ils vont te dire, nous faisons avec les moyens de bord. OK, là, je les comprends. Il n'y a pas le plateau technique, il n'y a pas tout ça. Mais le médecin lui-même, il est trop suffisant. Il se prend pour Dieu, ce qu'il n'est pas. Des fois même, ils oublient même que les patients ont des droits. Le droit à l'information. Et quand des fois les gens leur demandent de quoi il s'agit, mais on te prend pour un idiot parce que toi tu n'es pas médecin. C'est sur toute la chaîne qu'il faudra remettre point par point tout cela en cause. Assainir l'organisation médicale au Bénin est une urgence. Et puis après, il y a encore d'autres éléments. Il y a un élément tellement important lié aux nappes phréatiques qui sont polluées. Dans le nord du Bénin, on emploie du glyphosate pour produire du coton.
Le coton, par infiltration, les racines reçoivent. Regardez la quantité au niveau des ananas. Aujourd'hui, vous voyez des choses qui se passent qui dépassent aussi l'entendement. Avant, on achetait un ananas dans ta cuisine, tu pouvais la déposer. Une papaye ou autre chose, autre denrée que tu peux manger. Et tout ça là est pollué aujourd'hui. Un ananas, tu l'achètes, 2 jours après, tu n'auras qu'une mare d'eau dans ta cuisine. C'est quoi tout ça? C'est parce que l'ananas ou je ne sais pas quoi a eu trop d'engrais. Or, les engrais, quand ils rentrent dans nos organismes, ce n'est pas la même chose qu'ils vont faire à la plante. Que si je parie que si on fait des analyses de prélèvement de peau aujourd'hui et qu'on analyse la peau des Béninois dans l'épiderme, tout simplement, on va retrouver des pesticides liés aux engrais qu'on est en train d'administrer aux plantes et autres. Et c'est ça qui crée autant de cancers, c'est ça qui crée les dysfonctionnements au niveau des reins. C'est ça qui crée les dépôts au niveau des veines, des artères et autres. On n'a jamais eu autant d'AVC et autres dans la circulation, dans le Bénin. Voyez-vous, donc il est urgent au niveau médical, très urgent, de réunir l'état-major au niveau de ministère de la santé, de réfléchir à cette situation pour éviter cette pandémie. Ce n'est même pas une épidémie, c'est une pandémie. Ça a atteint un niveau tel, aujourd'hui, il n'y a plus un seul jour où on n'entend pas que tel est victime d'insuffisance rénale, que tel est ci, que tel est ça. Ça fait pitié et en même temps, ça révolte. Tout ce que je voulais dire, c'est ça, c'est d'insister sur cette dimension. Et puis le droit des patients. Les patients doivent savoir aujourd'hui qu'ils ont des droits. Et les structures juridiques doivent s'organiser pour les soutenir en association. C'est-à-dire, quand tu vas à l'hôpital et que tu te fais maltraiter, il doit y avoir une structure à laquelle, puisque tu as un patient, tu as des droits, tu as des devoirs, mais c'est à toi de dire au médecin, le médecin doit faire son job. Si tu n'es pas bien traité dans un hôpital, ben que fait la faculté de droit, mon Dieu? Bon sang. Les étudiants disent qu'ils ont fait droit, ils chôment. Mais organisez-vous en association de défense des droits des patients. Il pourrait y avoir des organisations, et comment on appelle ça? Et ça peut être des bénévolats ou autres. Et on s'organise, ou bien même payante. Mais des étudiants qui ont fini droit là, ils peuvent le faire. Et on va aiguillonner la personne, qu'elle sache qu'elle peut demander un deuxième avis médical, par exemple. Quand elle va voir un médecin qui le maltraite, ou qu'elle est maltraitée dans un centre médical ou hospitalier, qu'elle sache qu'elle peut avoir un deuxième avis médical avec l'appui d'une association de défense des droits des patients. Et puis, même au niveau des mémoires, on peut faire un travail au niveau des thèses pour pouvoir consacrer un travail pour le droit des patients et passer dans nos langues nationales cette information que le droit ne se situe pas seulement au niveau des médecins, ils ne sont pas Dieu sur terre. Ils ont des obligations et ils doivent, en prêtant serment, les y remplir. Merci beaucoup le Russe pour ce panel que vous nous offrez. Ça fait froid dans le dos ce qu'on entend parce que on meurt au Bénin finalement pas à l'âge que vous devez mourir. Vous mourrez de quelque chose de complètement anodin. Moi-même, j'ai vécu cette expérience-là à travers ma petite sœur qui est décédée au CNHU là. Je sais de quoi je parle. Les médicaments urgents, hein? À 3 heures du matin, on n'a pas à disposition, quelqu'un est en train de faire des convulsions et autres. Mais le médicament doit être à portée de main du médecin, là. Mais faites-le, c'est encore le personnel médical qui va distraire les médicaments qui sont mis, urgents qui sont mis là. Le président
Notre tort, c'est de penser que c'est le président seul qui va faire un travail, mais non, c'est nous tous. Il y a d'abord une question de conscience citoyenne du personnel médical et a posteriori de notre conscience à nous tous, beaucoup plus. Il y a une question éducative du respect du bien commun, du respect de la vie. Ce qui est dit au niveau médical, dans le domaine médical, c'est ce qui se passe dans chacun des domaines dans lesquels il y a problème. Et ça mérite un assainissement monumental. Tout le Bénin est à assainir. Et ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernant. Lui doit impulser par le bon comportement qu'il devrait. Et je finis par un truc. Les politiciens ne devraient plus aller se soigner en Occident aux frais du contribuable béninois. Les politiciens doivent se soigner au CNHU. Ils doivent se soigner. Ils doivent, les députés. Doyen, veuillez répéter cette partie. Les directeurs de cabinet. Les politiciens, puisqu'ils sont l'émanation du peuple, les politiciens doivent se soigner aux frais du contribuable, mais au CNHU. Obligatoirement, il ne devrait plus y avoir de frais d'évacuation sanitaire pour des politiciens. Ils peuvent aller à leur propre compte, se soigner à l'étranger, mais s'ils sont au niveau du Bénin, là, il faut qu'ils aillent se soigner, parce que ça fait pitié, après 60 ans d'indépendance, là, ou je ne sais même pas, 65 ans maintenant, 70 ans, je ne sais plus, hein, qu'on continue d'aller mourir ailleurs parce qu'on dit telle personne est allée se soigner, est morte, et à l'étranger, qu'on doit rapatrier son corps. On peut les soigner ici. Soignons nos prostates ici. Soignons nos cancers de col de l'utérus. Soignons nos ovaires. Soignons tous. Ne nous coûtera absolument rien. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen Sauvegarde. Mais en une minute rapidement, doyen. Si vous avez un message à envoyer au ministre de la Santé, Monsieur Benjamin Hunkpati, que lui diriez-vous? Alors, Monsieur Benjamin Hunkpati est lui-même médecin. C'est un médecin. Donc, il sait de quoi nous parlons. Il a passé du temps dans d'autres hôpitaux autres que le Bénin. Il a vu comment il a fait beaucoup de congrès. Hein? Il a fait beaucoup de congrès et il a rencontré, croisé dans les congrès des hôpitaux des pays qui sont beaucoup plus en avance sur le plan médical que les nôtres. Monsieur Hunkpati, est-ce que c'est ce que vous avez appris dans les congrès médicaux où vous allez pour des spécialisations et autres que vous voyez au Bénin, au CNHU, juste en face de la présidence? Moi, j'en appelle à votre sens de responsabilité, à votre sens organisationnel, parce que ceux que vous gouvernez sont des êtres humains. Ce ne sont pas des rats, des souris de laboratoire dont on peut se servir chaque jour en tuant un pour faire des expériences, en apprenant aux étudiants et autres. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce dont il s'agit, c'est des gens qui sont protégés par notre Constitution qui dit que la vie humaine est sacrée. Et en tant que telle, elle doit être respectée. Et donc, j'en appelle instamment et de façon urgente à ce que vous foutiez votre nez dans l'organisation des hôpitaux. Il y va de votre crédibilité en tant que ministre de la Santé. Je sais que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Je sais que par définition, par la volonté et par le sens, le bon sens, tout simplement, vous pouvez éviter l'humiliation à toutes ces personnes-là qui vont à 3 heures du matin. Moi, je connais des gens qui sont dialysés, qui quittent Calavi à 3 heures du matin pour aller faire la queue au CNHU.
à 4 heures du matin, hein, et qui ne sont pas reçus jusqu'aux environs de 14 heures, et des fois même, on va leur dire à 15 heures que le professeur ou je ne sais quoi ne viendra pas aujourd'hui et rebelote demain. On a vu d'autres systèmes fonctionner. On ne peut pas vous octroyer un rendez-vous et à 5 minutes près de différence, on vous reçoit. C'est un rendez-vous qu'on vous a donné. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ailleurs. Et c'est la même chose qui fonctionne. C'est à l'image. Aujourd'hui, on focalise, on met le focus sur l'organisation des hôpitaux, et des cliniques et des centres médicaux et autres. Mais vous avez le devoir d'y mettre votre nez. Les odeurs ne sont pas bonnes, hein. Elles sont pestilentielles. Et votre rôle, c'est de les assainir pour qu'elles deviennent bonnes. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous vous glorifierons comme vous le souhaitiez, parce que c'est votre job. Et la satisfaction des patients, c'est aussi la satisfaction quand on a prêté serment en tant que ministre de défendre la population, on est obligé de veiller à cela. Voilà le message. Il est simple, il est courtois. Moi, je n'invective pas, mais j'appelle chacun à sa responsabilité. Merci beaucoup. Oui, je suis là. Je suis là. Merci beaucoup pour ta patience légendaire, Tibus. Comme d'habitude. Comment c'est? Tibus, tu peux essayer d'élever un peu ta voix. Oui, je sais. Juste que tu vois, le sujet est tellement sensible que ça affecte tout le monde. Les témoignages, voilà, tout ce qu'on a entendu, c'est pas évident qu'on puisse ne pas être insensible, être indifférent. Oui, tu sais, la santé, c'est beaucoup d'argent. La santé, c'est énormément d'argent. En vrai, moi, je dis que les gens ne meurent pas d'une maladie rénale ou chronique. Hein. En vrai, les gens meurent de pauvreté, j'y arrive. D'insuffisance de l'offre publique, d'absence de couverture universelle, de couverture maladie réelle. C'est de ça. Là, tu parles d'assurance maladie. Oui. Réel. Tu sais, on a la chance, on vit ailleurs et on sait comment les gens ont pris la santé humaine comme facteur essentiel de développement. Comme priorité. Comme priorité. Et c'est aberrant, hallucinant d'entendre tout ce que nous avons entendu ce soir. Des choses réelles. Des choses réelles, Russes. Tu sais, un pays qui a décidé d'investir dans les infrastructures visibles au détriment de la santé, ou un gouvernement qui a décidé de se comporter comme ça, a fait un choix crédible, a fait un choix net. Tu sais, moi, foncièrement, je n'attends plus rien de ce gouvernement. Alors que le drame, c'est que c'est le seul qui peut interagir durablement dans la vie de nos concitoyens. Les aides, tu vois ce que Habib fait, tout ça, ça ne peut pas être pour toujours. Fidjane l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un de frité n'a bloqué. Le seul, malheureusement, c'est ça qui me fait mal dans le truc en fait. Le seul qui peut interagir durablement dans le système sanitaire, durablement, c'est l'État. Voilà que l'État a fait un choix clair. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le choix de l'État est clair. Les infrastructures. Tu as vu le budget du ministère du cadre de vie et du développement durable. Compare ce budget au budget du ministère de la Santé. Le mal est tellement profond. L'État a fait son choix. Qui sont ceux qui sont susceptibles d'en découdre? Non. Le peuple. Encore que quand tu dis le peuple,
On commence par te demander, c'est qui le peuple, c'est qui le peuple. Nous là, nous sommes intéressés par vous, nous déisses. Nous sommes intéressés par Wilovia. J'écoutais, je tournais dans tous les sens. Parce que l'heure là, c'est de pouvoir trouver une solution pour nos frères qui souffrent le martyre. Nos mères qui ont le cancer. Des gens qui décèdent silencieusement. Silencieusement. Je dis qu'elle a combattu au détriment de sa dignité. Il s'appelait même le mendiant national. Il s'appelait le mendiant national. Au détriment de sa dignité. C'est important ce que tu viens de dire. Oui. C'est au vu au sous. C'est-à-dire, quelqu'un de responsable, de respectable, se trouve obligé de jouer le mendiant pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Au vu et au sud de nous tous. Je dis qu'elle, c'est quand même, si je dois user des mots, c'est quand même le troisième pouvoir de la République. C'est un journaliste. Journaliste, oui, Judicaël Baguidi. C'est un journaliste. Il devrait quand même avoir un regard de la HAC. Un tout petit regard de la HAC. Je pense qu'il mérite. Mais on l'a sacrifié. Il a commis l'erreur d'être béninois. Il a commis l'erreur d'être né au Bénin, de vivre au Bénin. Judicaël serait en Europe, en Amérique, il serait encore parmi nous. C'est pourquoi je dis la seule personne. Les gens ont cotisé autant que faire se peut pour Judicaël. Mais quand tu défies mes bloqués, parce que chacun a ses problèmes. Le seul capable de pouvoir sauver ses enfants, c'est l'État. Mais l'État dit non. Ailleurs, il y a un budget spécial pour la sécurité sociale. C'est-à-dire que ce n'est même pas dans la loi de finances, ce n'est pas dans le budget de l'État. C'est un budget à part pour la santé, pour l'humain, pour l'être humain. Ailleurs, on dira qu'on n'a pas les mêmes ressources. Mais eux, ils ont quelles ressources? Tout est une question de volonté politique. Je pèse les mots. De volonté politique. Mais nous, là, le peuple qui devrait interagir ou peser dans la balance pour faire changer les choses pour eux-mêmes, n'est pas concentré. Oui. On va faire le live tout le mois. Je crains fort que ça ait un impact. J'encourage vivement qu'on le fasse. Mais je me demande, qu'est-ce que ça peut changer? Parce que ce que nous voulons, c'est véritablement le changement. Que les djihadistes, nos frères qui tombent là. Parce que ce n'est pas l'insuffisance rénale qui les tue. Non. Qu'est-ce qui les tue si ce n'est pas l'insuffisance rénale? C'est le manque de soutien, le manque de moyens. C'est la pauvreté alors. C'est la pauvreté qui les tue. Ce n'est pas la maladie qui les tue au fond. C'est la pauvreté russe qui les tue. Il y a des gens qui souffrent d'insuffisance rénale en Europe. Je te dis, moi j'en connais plein. Tu les verras, tu ne sauras pas. Parce que l'État est auprès d'eux. L'État est à leur côté. J'en connais même, c'est la sage-femme qui vient à la maison lui presser certains soins. La sage-femme se déplace pour venir lui presser des soins. Vers lui à la maison. Pour lui presser des soins. C'est ça l'État. C'est ça les acquis sociaux. C'est pas tombé du ciel. Le peuple a revendiqué, le peuple l'a eu et le peuple conserve cela. Qu'est-ce que nous on fait chez nous? Wilovia, à coup de milliards. Pour 2-3 jours.
On ne se contente pas de faire 2-3 jours de villa. On fait encore partie. C'est-à-dire qu'on invite les guests, ils sont dans une villa, ils pètent les champagnes. Mais dis-moi, Tibus, là, bon, supposons que c'est une bonne idée. On invite des guests et tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir une idée géniale, c'est-à-dire au moment où les guests, les stars sont là, organiser un téléthon pour que les stars puissent contribuer, puissent faire des dons ou bien des actes, contribuer pour aller à l'aide aux dialysés. C'est quand même un moment, un événement idéal pour qu'on puisse demander quand même quelque chose aux stars. On initie un téléthon et les stars, quand les stars viennent, on va dire, bon, on veut faire des trucs pour les dialyser. Et toutes les stars vont contribuer financièrement. Ça va au moins quand même avoir un côté social. Tu sais pourquoi tu as eu cette idée? Tu sais pourquoi tu as eu cette idée? Dis-moi. Parce que tu as l'humain à cœur. Eux n'ont pas l'humain à cœur, Russe. L'humain n'est pas la priorité de nos gouvernants actuels. Ou peut-être de nos gouvernants depuis des années au Bénin. Parce que je ne vais pas imputer cette responsabilité à la politique actuelle, seule. L'État reste une continuité. Ils n'ont pas l'humain à cœur. La faute incombe à qui? La faute nous incombe parce que nous n'avons pas été suffisamment exigeants envers nos gouvernants. Plus, nous n'avons pas été suffisamment. C'est les gouvernants qui sont exigeants envers nous. C'est eux qui nous exigent des choses. Nous, on ne leur exige rien. Où se trouve le pouvoir alors du peuple? En Afrique, en l'occurrence au Bénin. Où se trouve le pouvoir du peuple? On a sacrifié nos frères et sœurs qui tombent aujourd'hui comme des mouches. On les a sacrifiés. Regarde, cette fille de 25 ans, 24 ans, un enfant de 17 ans, était de 14 ans, était il a commis l'erreur d'être né au Bénin. Cet enfant a commis l'erreur d'être béninois. Mais dans ça, va voir quand on commence par montrer la porte du non-retour, le bateau, je suis fier d'être béninois. Où se trouve la fierté? Les amis, où se trouve la fierté d'être béninois? Où se trouve la fierté d'être béninois quand nos compatriotes vont commander de l'aide à l'international? Vont sur des panels de Apuchou pour dire aidez-moi. Et on dit qu'on est fier. Est-ce que c'est une fierté ça? Parce que moi, chaque fois quand je retrouve ces gens d'images, ces gens de vidéos TikTok, notre image prend un coup. En vrai, notre image prend un coup. On dit qu'on est en train de faire la promotion du tourisme, alors qu'on n'arrive même pas à soigner nos propres citoyens. Moi, je sais une chose. Essaye de chuter, s'il te plaît. Ouais, je vais chuter là. Moi, je sais une chose. Je sais qu'un État se juge par sa capacité d'être aux côtés des plus vulnérables. Pas dans sa capacité de promouvoir le tourisme, d'investir des milliards dans le tourisme. Non. Et c'est là le sens de toute ma lutte ou de toute notre lutte depuis 2016. Oui, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup Tibus. Et les amis, tapotez ce live. Merci à tous ceux qui tapotent le live. Merci à tous ceux qui envoient des cadeaux. Les cadeaux, ça permet au live d'être stable et ça permet aussi à TikTok de booster le live pour que d'autres personnes viennent dans le live. Le plus important pour nous, c'est pour que beaucoup de personnes puissent s'intéresser à ce live, pour que nos autorités puissent aussi voir ce live et que des actions, des décisions puissent être prises pour le bien-être de notre population. C'est l'important ça. Et ce serait pour vous. Ceux qui tapotent ici, ça va peut-être les aider parce qu'ils auront certainement un parent qui sera concerné par une décision, si une décision se faisait prendre dans cette situation-là. Donc, on continue. On va écouter